Bienvenue dans un nouvel épisode de Culte, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Culte a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! On est de retour avec un nouvel épisode de Cult Podcast. Aujourd'hui, on va parler de Bruxelles et j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut. Comment ça va, Thibaut? Ça va très bien et toi? Ça va bien. On en discutait, on parle de Bruxelles, capitale de l'Europe, mais si on regarde au niveau littérature, au niveau cinématographique, c'est assez pauvre. En fait, on manque peut-être un peu d'œuvres. On est parvenu à regrouper quelques œuvres qui nous ont semblé intéressantes, mais moi j'étais assez surpris par peut-être la pauvreté de l'offre. On dirait que Bruxelles n'intéresse personne. Qu'en penses-tu? Mais oui, en fait, en plus, je pense que c'est moi qui ai un peu choisi finalement, et en me disant oui, Bruxelles, je trouverai sans problème dans mes listes. Et ça a été un peu plus ardu que prévu, effectivement. Ça, c'est clair que c'est pas une ville comme Paris qui inspire vraiment beaucoup. Mais même si on regardait juste au niveau belge, j'ai même regardé chez moi, j'ai une anthologie de textes d'auteurs belges uniquement. Une anthologie dans laquelle il y a un volume qui s'appelle Les lieux, je pense, quelque chose comme ça, et qui reprend un peu à tous des lieux de Belgique qui ont inspiré comme ça des auteurs belges. Et alors, ben forcément, j'ai cherché Bruxelles. Bruxelles, il y avait un seul texte, tout petit, d'un auteur dont j'ai même pas retenu le nom parce que j'en avais jamais entendu parler. Alors qu'à côté de ça, tu as d'autres villes comme, je sais pas, Anvers, Bruges, voilà, qui ont inspiré Ostende même, ou alors les campagnes flamandes, avec Marie Evers par exemple. Mais voilà, donc autant on trouve plein d'endroits en Belgique de la part d'auteurs belges, on peut pas dire que ceux-ci aient beaucoup placé leur récit à Bruxelles. Finalement, ville peut-être peu littéraire, peu cinématographique. Voilà, c'est une hypothèse. Oui, on peut peut-être commencer avec un des symboles de Bruxelles, c'est l'atomium, le symbole qui a été construit à l'occasion de l'Expo universelle en 1958. Et à l'occasion, en fait, pour célébrer cet événement, plus d'un demi-siècle plus tard, Jonathan Coe a écrit un livre qui s'intitule L'Expo 58. Et c'est en fait un mélange entre une petite fiction historique. Il y a un côté roman d'espionnage assez léger, peut-être un faux roman d'espionnage. On voit ici, en fait, on suit les péripéties qui arrivent à un fonctionnaire qui a plus ou moins la trentaine. Il travaille pour le gouvernement britannique et jusqu'alors, il ne s'occupait que de rédiger des petites brochures, je pense, sur le domaine de la santé. Et il est comme ça contacté un petit peu par hasard par ses supérieurs et on lui dit qu'il a gagné la loterie et qu'on va l'envoyer sur le siège de l'Expo 58, donc plus ou moins au pied de l'Atomium, et qu'il sera en charge de surveiller un petit peu un bar, le Britannia, qui va être assemblé là-bas entre différents pavillons britanniques. C'est en fait l'Europe un petit peu de la Belle Époque. C'est une Europe qui est pacifiée, avec des peuples qui se sont un petit peu rabibochés, une science qui évolue. On parle par exemple dans le texte du nucléaire civil qui progresse assez bien. On espère pouvoir compter dessus, par exemple, dans le futur, en tout cas, pouvoir l'utiliser comme énergie propre, une sorte d'énergie infinie qui pourrait libérer les peuples. Il y a parfois quelques références à la cigarette, notamment. Donc, on discute d'une certaine corrélation entre les cancers ou les maladies et la cigarette. On n'y croit pas trop à l'époque, même si on commence à sentir qu'il y aura peut-être une relation de cause à effet. Et donc, dans tout ce flot de nouveautés, il y a ce pauvre fonctionnaire qui mène une vie plutôt paisible dans la banlieue de Londres, mais une vie assez stagnante. Il est marié, il a donc une femme dont il est plus ou moins amoureux. Ils ont une jeune fille qui est encore un jeune bébé, je pense. Mais voilà qu'on le projette à l'avant-plan, tout d'un coup, et il est chargé de superviser ce bar, d'être à l'avant-scène, de voir passer des têtes couronnées de personnalités importantes. Et il va se retrouver un petit peu malgré lui au milieu d'une sorte de nid d'espions, parce qu'il ne sera pas très loin du pavillon américain et du pavillon soviétique. Les Belges ont d'ailleurs fait, comme on le raconte dans le livre, une bonne bague belge en les plaçant l'un à côté de l'autre pour être sûr qu'ils puissent être en contact, rapprochés, on va dire. Mais est-ce que c'est par naïveté, par pacifisme ou surréalisme? C'est aussi une question dans le livre. On retrouve alors en fait donc, ce personnage principal, Thomas, qui va être approché par des agents britanniques. Il y aura aussi une influence soviétique. Il y a un intérêt assez poussé pour la machine Zeta, qui est marketée par le gouvernement britannique comme étant
une belle avancée technique au niveau de la recherche nucléaire. Et on va suivre donc l'histoire de Jonathan Coe là-dessus. Il va mêler cette fiction historique, un côté un peu léger, un côté léger thriller, roman d'espionnage, mais le tout teinté de cette écriture humoristique que je découvre. C'était la première fois que j'ai eu l'occasion de le lire. Ce que j'en ai pensé, je dirais que c'était une belle découverte. Il y a peut-être eu quelques longueurs. C'est un roman assez court. On parle de 260 pages. Il y a des moments où on va beaucoup décrire ce qu'il se passe, surtout le retour, quand il fait des allers-retours entre Bruxelles et Londres, ce qu'il se passe à Londres, sans grand intérêt parfois. Des dialogues un peu à la Dupont et Dupont. J'ai eu l'impression qu'il y avait un côté, il y avait les deux agents britanniques ils étaient tout le temps en fait de pair à lui poser des questions. Il y avait un certain côté mystérieux et ils discutaient vraiment un peu comme les Dupont pourraient discuter dans les albums de Tintin. Oui, moi, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est ce côté Tintin, justement, et qui m'avait beaucoup plu, parce que, donc, voilà, le côté léger, évidemment, presque cartoonesque à certains moments, avec des personnages fort typés. Et moi vraiment, j'avais presque l'impression de lire un Tintin. Donc, c'était vraiment cette référence-là que j'avais aussi. Oui, et j'ai lu la postface. Il ne fait pas référence à Tintin, mais par contre, il remercie des journalistes de l'avoir interviewé il y a quelques années au pied de l'Atomium, ce qui l'a en fait inspiré à écrire l'histoire Expo 58. Mhm. C'était, je pense, une belle découverte de mon côté. C'est le premier de cet auteur-là que tu lisais? Oui, j'ai le livre What a Carve Up qui m'attend depuis quelques années sur l'étagère, mais je n'ai pas encore touché. Oui, parce qu'en fait, tu parlais de l'écriture humoristique, justement, et en fait, je trouve que ce livre-ci est un peu à part dans l'œuvre de Jonathan Coe, en fait. Le reste, enfin, si on prend mais justement, comme tu dis, What a Carve Up, donc testament à l'anglaise en français, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus, en fait, une sorte de description des années Thatcher, peut-être un peu avant aussi, mais en tout cas, tout ce que ça a entraîné comme mauvaise chose, enfin, vraiment, voilà, niveau économique notamment. Donc là, quand même, critique féroce des politiques qui ont été menées à l'époque. Si tu prends La pluie avant qu'elle tombe, on a quelque chose de beaucoup plus poétique. La vie très privée de Monsieur Sim aussi, finalement. Ou alors, le dernier, je pense, c'est de nouveau, on a une description des années, sorte de l'histoire de l'Angleterre contemporaine, on va dire. Donc ça, c'est Le Royaume des Unis qui est sorti je vais dire l'an passé, mais c'est peut-être ouais, l'an passé ou... Oui, je pense que c'est ça. Donc ça, c'est un livre qui m'attend aussi. Donc voilà, juste pour dire que je trouve un peu à part, en tout cas, dans toute sa production. D'accord. Et maintenant que tu parles de La pluie avant qu'elle tombe, en fait, je l'ai lu. Donc, ça doit être mon deuxième alors. Et il m'avait bien plu. Ouais, je crois que je lui avais donné un bon score. C'était une belle œuvre. Et puis, donc, on parlait donc de ce roman d'espionnage. Il y a un autre, Le Parfum vert. En fait, c'est un film que tu as l'occasion de voir. Oui, en fait, il est sorti vraiment en Belgique, du moins toute fin d'année passée, donc décembre 2022. Donc c'est un film français de Nicolas Pariser, je ne sais pas si on prononce exactement comme ça, avec dans le rôle titre Vincent Lacoste et Sandrine Kiberlin. Alors je dois tout de suite dire que Vincent Lacoste est un acteur qui souvent m'agaçait, a joué toujours ce fameux éternel adolescent attardé. Donc heureusement, ces derniers films, il a un peu quitté ça. Donc voilà, c'est plus regardable qu'avant, je trouve. Et donc comment appeler ça, un peu une comédie policière, puisqu'en fait, donc il est comédien, donc il travaille à la Comédie Française. Et pendant une représentation, ben, il y a un des comédiens qui meurt empoisonné. Et alors, en fait, il va être suspecté en fait du meurtre et il va s'enfuir en fait et pour prouver son innocence, mener sa propre enquête, etc. Mais tout le temps en essayant de fuir un peu comme ça la police. Et il va finir par se retrouver. Donc, il rencontre sur sa route, tout à fait par hasard, parce qu'il entre dans une sorte de librairie où il y a une autrice de bande dessinée interprétée par Sandrine Kiberlin qui est en dédicace, qui lui raconte son histoire et qui, elle, en fait, est à la recherche d'aventures. Autant lui, il est un peu paumé, il ne sait pas trop ce qui lui arrive, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Autant elle, on peut dire que ça l'excite en fait beaucoup, cette aventure, et donc elle va l'accompagner. Et pour quitter finalement Paris, où forcément on le recherche, ils vont partir à Bruxelles. Et ce qui est amusant, je trouve, parce que pour nous qui connaissons la ville, c'est de retrouver un peu comme ça certains des lieux de Bruxelles. Mais notamment, il y a toute une partie. Donc, ils vont être cachés. Ils vont se cacher parce qu'ils vont recevoir de l'aide. Je ne vais pas tout raconter, hein, mais recevoir de l'aide. Ils vont se cacher dans une maison Art Nouveau autour des étangs d'Ixelles.
Et alors, une partie aussi des scènes vont avoir lieu du côté de la Commission européenne. Et alors, ce qui est très amusant aussi, c'est que les trajets en voiture qu'ils font ont l'air d'être extrêmement longs, alors que pour nous qui connaissons un peu, un peu les lieux, bah, en fait, c'est pas si loin que ça, donc on y est très vite de l'un à l'autre. Mais là, ils ont l'impression de tourner, 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 et que ça prend des heures, mais pas du tout. Bref, ça c'est pour la parenthèse. L'autre chose qui était un peu amusante aussi, je sais pas si tu connais l'auteur de BD Raymond Machereau. Non, ça me dit rien. Il a fait des séries avec des souris, je pense que c'est des souris, chlorophylle et sibylline, je sais plus, ouais, je pense que c'est ça. Donc c'est de la bande dessinée entre guillemets à l'ancienne, hein, comme voilà, l'âge d'or un peu de la bande dessinée belge. Et voilà, donc on retrouve en fait dans le film des références à ces bandes dessinées. Donc tu vois, c'est un peu tombé dans l'oubli, hein, tout ça, je veux dire, surtout pour des noms belges. Mais le fait est qu'il se retrouve à un moment dans une maison dans laquelle il y a des reproductions de chlorophylle. Donc voilà, ça c'est le petit clin d'œil aussi qui est fait. Alors quant au parfum vert, pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? En fait, c'est le nom d'une organisation secrète en fait et assez puissante. Et c'est voilà, le meurtre dans lequel il se retrouve est lié en fait à cette organisation. Donc voilà, c'est un côté en fait, c'est intéressant d'en parler juste après Expo 58 parce qu'on a ce même côté décalé, léger, autour d'une enquête policière. D'accord. Ça me rappelle en fait le meurtre sur scène ou dans les coulisses, Mort à la Fenice de Donna Leone. Uh-huh. Je pense que justement cet épisode-là, dont on a parlé précédemment, ça part un peu sur les mêmes bases aussi. Je crois qu'il y a un décès d'un des acteurs dans sa loge, je pense. Donc c'est un terme un peu récurrent. Je Oui, crois. mais en fait, je pense que aussi, il y a un film anglais que j'ai vu récemment. Je sais plus s'il mourait sur scène, mais c'est aussi, on avait quelque chose comme ça. Le nom m'échappe, mais c'était avec Saoirse Ronan. Et on avait aussi un peu une enquête comme ça. Donc oui, effectivement, maintenant que tu le dis, c'est un bon ressort pour des intrigues. Et le film s'appelait, oui, Coup de théâtre en français et en anglais c'était See How They Run. Il est possible que j'ai lu le livre, parce que coup de théâtre, ça me dit quelque chose aussi. Est-ce que c'est basé sur un livre? Mais oui et non en fait, parce que c'est autour de la pièce de théâtre La Souricière d'Agatha Christie. Ah, d'accord. Donc voilà, le thème du théâtre est présent, mais c'est pas lié, mais c'est pas l'adaptation d'une pièce. D'accord. Bah, alors, si on continue sur le thème de Bruxelles, on peut parler d'un petit gars bien de chez nous, Jacques Vandermal. On va parler même de deux films à la suite qu'il a eu l'occasion de réaliser. Le premier, c'est Mr. Nobody, qui est un film, on en parlait offline, que tu as sur ta liste, mais que tu n'as pas encore l'occasion de regarder. Et Exactement. je pense que tu vas être plutôt surpris. C'est une belle œuvre, une belle réalisation, et c'est un film qui est, je pense, qui a bien résonné au niveau international. Un thème plutôt universel. Et avec déjà, on a, je pense, si je me souviens bien, on a Jared Leto dans le rôle principal, et on a aussi Diane Kruger notamment. Et on va en fait suivre Mr. Nobody. Nemo Nobody, c'est un homme assez âgé qui est sur le point de quitter la Terre. Donc, ce sont les premières scènes du film. Mais avant qu'il ne quitte la Terre, il va se remémorer sa vie. Et en fait, il va avoir l'occasion de passer en revue les différents choix qu'il a faits dans sa vie et les mettre côte à côte, en parallèle. Et donc, on va suivre en fait trois fils de récit et on va voir l'impact de ces choix sur son futur soi et sur la manière dont il évolue comme personne. C'est un film donc plutôt avec à consonance de science-fiction, assez captivant. Je trouvais que ça avait aussi un bel aspect philosophique avec la réflexion sur le temps, sur l'existence. C'est sorti en 2009. Moi, si je vais lister un top 10 ou top 20 de films préférés, je pense qu'il terminerait sûrement dans cette liste. La consonance science-fiction est assez limitée. Donc, simplement, on va avoir quelques scènes futuristes vers la fin. Évidemment, on sera aux alentours de l'an 2092, quand il fera un de ses derniers voyages. Mais ça se limite à ça. Le reste de l'histoire, on voit l'impact de ses choix sur ses différents amours, ses joies, ses peines, les rêves, les regrets, et comment Nemo essaye de naviguer cela à travers les trois différents fils de récit. Et ça se passe à Bruxelles ou c'est tourné à Bruxelles? Eh bien, bonne question. Je pense qu'on doit voir quelques paysages belges, ça c'est certain. Peut-être aussi un tout petit peu à Bruxelles. Parce qu'on ne se cache pas, l'histoire, si je me souviens bien, se passe plutôt en Belgique. Je me souviens de quelques plans de gare ferroviaire.
quand il doit par exemple décider s'il va monter dans le train ou pas. Donc ça, c'est un des choix, rester avec sa mère ou suivre une fille ou non. Et ça se passe dans les alentours de Bruxelles, si je me souviens bien. On ne va pas avoir de grandes scènes sur la grande place ou marcher dans les marolles. Je pense que ça passe peut-être un petit peu, passe sûrement à côté de ça. Mais je dois dire que mes souvenirs pourraient me tromper, étant donné que ça date, je l'ai vu plus ou moins à sa sortie en 2009, donc ça fait déjà un certain moment. Oui, oui. Je pose la question, mais enfin, ici, on ne peut pas taxer d'opportunisme Jacobin Normal, parce que c'est un Belge donc il tourne en Belgique. Parce que c'est vrai que ce qu'on a oublié de préciser, c'est qu'on n'a pas retenu des films qui étaient uniquement tournés à Bruxelles, mais sans qu'on sache que c'est Bruxelles, juste pour pouvoir profiter du tax shelter. Parce que c'est une pratique qui est quand même devenue assez courante aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Donc ça, je te souhaite un bon visionnage du film et on en reparlera alors soit dans le podcast ou une prochaine fois. On pense aussi faire un épisode sur la science-fiction, donc on pourrait peut-être essayer de forcer un peu le thème et d'en discuter à nouveau. Ça marche, ça marche. Et alors, il y a un autre film de Jacob van der Maal, le Tout Nouveau Testament. Est-ce que tu t'en rappelles, Tim? Oui, oui, enfin, moi je me rappelle, enfin, je me rappelle surtout de scènes, de l'atmosphère ou des choses comme ça. Et donc en fait, c'est l'histoire enfin, Dieu en fait qui vit à Bruxelles, hein, si je me souviens bien, c'est ça. Oui, Et c'est donc bien ça. interprété par Benoît Poelvoorde et qui n'en fait qu'à sa tête. Il a sa femme qui ne s'occupe pas trop, qu'il maltraite. Et puis il a une fille dont j'ai oublié le nom, qui finit par s'échapper. Et donc ça le met dans une colère folle et il va partir à sa recherche. Donc un peu interrompre du coup toutes les contrariétés qu'il peut imposer aux hommes et aux femmes sur Terre, puisque c'était son grand truc, c'est embêter les gens en fait. C'était ça qu'il aimait beaucoup faire. Et sa fille en fait avait un peu marre de ça et c'est pour ça qu'elle fuit en fait un peu marre de son père, de la manière dont il traite sa mère. Et voilà. Et donc enfin, je vais m'arrêter là. Moi, ce que j'avais vraiment, vraiment adoré, c'est le fait qu'on a à la fois, donc c'est Jacob van der Maal et le scénario est écrit par lui et par Thomas Gunzig. Et on retrouve vraiment dans le film le mariage parfait entre les deux, à savoir la poésie, la délicatesse, la tendresse qu'on retrouve dans le cinéma de Jacob van der Maal, et en même temps le côté déjanté, en tout cas décalé de Thomas Gunzig. Puisque évidemment, pour imaginer un dieu comme ça, ben, ça ne pouvait naître que dans son esprit à lui. Je ne vais pas raconter la scène finale, mais je trouve qu'il y a beaucoup de poésie aussi dans la toute fin. Bon, Benoît Poelvoorde fait du Benoît Poelvoorde, mais quand même bien dirigé, bien utilisé. On a Yolande Moreau qui amène toute sa délicatesse dans le film. Alors, pour la petite histoire, enfin, juste pour l'anecdote, Thomas Gunzig fait justement un petit caméo. Il y a juste une image à la toute fin du film. Et oui, je me rends compte que j'ai peut-être oublié, parce que je reconnais n'avoir pas préparé. L'argument essentiel du film aussi, c'est que avant de s'enfuir, la fille de Dieu va donner en fait à envoyer à tout le monde la date de mort, de sorte que chacun sait quand il va mourir et que ça va générer des comportements un peu bizarres. Par exemple, des gens qui, sachant qu'ils vont seulement mourir dans, je ne sais pas, 20 ou 30 ans, vont prendre tous les risques possibles et imaginables, sauter du haut d'une falaise ou ce genre de choses, puis qui savent que de toute façon, il ne se passera rien. Donc voilà, c'est ça qui met un peu le chaos sur Terre. Il va falloir un peu après remettre un peu d'ordre dans tout ça. Et du coup, pour en parler sans prépa, je pense que tu t'en souviens assez bien. Ça m'impressionne. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je n'ai peut-être pas très bien pas dit dans le bon ordre, mais j'avais vraiment, moi, c'est un film vraiment que je trouve formidable, hein. Donc c'est pour ça que j'en parle avec beaucoup de joie aussi, parce que ce qui est chouette aussi, c'est que du coup, c'est un film belge qui a eu pas mal de succès en salle. Parce que le problème de Mr. Nobody, c'est que, voilà, en tout cas en Belgique, ça a été assez peu vu, très fort remarqué, comme tu l'as dit, mais peu vu. Et ici, on a au contraire un film qui avait vraiment réussi qui a eu les faveurs de la critique, comme souvent avec Jacob van der Maal, mais en même temps, le public avait aussi suivi en salle. Donc ça, c'était chouette. Oui, moi j'ai tendance à le mélanger avec le film de Jim Carrey, qui joue aussi Dieu. Bruce Tout-Puissant, non? Oui, j'ai un peu tendance à mélanger un peu les gags mais c'était aussi un beau film avec un bon Benoît Poelvoorde, comme tu dis, bien encadré, mais qui faisait du Benoît Poelvoorde. Et puis, alors, comme tu parlais de Thomas Gunzig, qui en fait ne parle pas tant que ça de Bruxelles, à moins, sauf pour son œuvre Bruxelles, Dernier Rêve. Oui, exactement. Donc ici, pour une Ouais. fois, donc, il ne s'agit pas de littérature, il ne s'agit pas de cinéma, mais il s'agit plutôt d'un beau livre, donc, qui est sorti en 2013. Il s'appelle Bruxelles, Dernier Rêve. Et en fait, Thomas Gunzig, donc il a commencé ça en septembre 2012. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le moment où
il a commencé ses chroniques matinales sur la première. Donc à l'époque, ça s'appelait Café Serré, je pense. Et ça nécessitait en fait pour lui, qui apparemment aime beaucoup dormir, de devoir se lever tous les jours, enfin en tout cas 3 fois par semaine, à 5h30. Et donc, c'est un moment où il traverse Bruxelles et où il n'y a personne encore dans la ville. Et voilà, ce côté atmosphère un peu étrange, ville presque déserte. Ce qui va lui venir à l'esprit, c'est que finalement, pour un peu, comme il l'explique dans le livre, pour un peu tenir, parce que pour lui, c'était vraiment difficile de devoir se lever aussitôt, eh ben, il va se donner un peu comme ça cet objectif c'est de prendre des photos. Parce qu'il avait en fait un appareil photo qui n'avait, voilà, c'est-à-dire qu'il traînait, mais en tout cas qu'il n'utilisait pas des masses. Voilà, c'était l'occasion un peu pour lui d'essayer de se perfectionner. Alors, ce sont des photos qui sont en noir et blanc pour un peu finalement laisser transparaître le côté, la ville est encore un peu dans la nuit, plongée dans la nuit. Donc on a beaucoup de noir et blanc. Les photos ont commencé à être prises en septembre 2012 et puis donc se terminent en mai 2013. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que plus on avance, en fait, plus en fait, on va avoir un petit peu d'incursion de couleurs. Au départ, ça va être juste peut-être des phares de voiture, et puis peu à peu, en fait, dans les dernières photos, on a plutôt des levées de soleil sur la ville. Donc voilà, c'est intéressant, je trouve, de voir qu'on a comme ça des auteurs, j'ai envie de dire même artistes, parce que Thomas Gauzy fait beaucoup de choses, qui à partir de leur vie, en fait, se réinvente un peu, parce que devient photographe. Et je suis pas un spécialiste en photo, mais moi, je trouve ça très joli et intéressant parce que, de nouveau, ce sont des lieux, pas tous, hein, parce qu'il va parfois dans des endroits plus désertés, on va dire, hein, qui sont pas qu'on n'a pas l'habitude d'aller, mais on retrouve un peu des lieux qu'on connaît aussi. Et alors, c'est pas spécialement justement des monuments, parce qu'il explique qu'il ne voulait pas se focaliser sur des monuments célèbres. Mais on a par exemple ici la sortie de la E40 à Bruxelles. On a l'avenue Brugmann. Et on a le bois de la Cambre. Ouais, rue du Bailly, je vois ici. Voilà, pas spécialement les endroits attendus de Bruxelles. Et voilà, donc c'est un regard intéressant sur la ville. Alors, j'ai une petite anecdote personnelle marrante, c'est que c'était pour Noël, à mon avis, du coup Noël 2013. Moi, j'avais trouvé ce livre pour offrir à mon père comme cadeau de Noël. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que mes parents ont eu la même idée pour moi. Donc, non seulement je l'ai offert à mon père, mais moi, je l'ai reçu comme cadeau. En même temps, pour la En même même fête en temps, plus. Ouais. exactement. Et par exemple, ces photos sont agrémentées de texte. Je Alors vois, c'est oui, ce que tu as des écrit. tout petits textes, mais en fait c'est plutôt pour expliquer sa démarche. Donc on a un texte un peu suivi où il commence. En fait c'est ce que j'ai raconté ici, c'est les petits textes qui sont dedans. Donc par exemple ça commence par j'ai toujours détesté me lever tôt. J'ai d'ailleurs toujours détesté me réveiller autrement que de manière naturelle, etc. Et donc on a un tout petit texte comme ça au tout début. Et puis donc le fait voilà, qu'on lui a proposé de faire des billets radio, que ça s'enregistrait tôt, qu'il devait se lever tôt, etc., qu'il n'aurait pas tenu longtemps sans ses photos. Voilà, ça c'est vraiment son explication. Alors, le fait qu'il se retrouve parfois dans des endroits un peu interlopes, limite malfamés. Voilà, donc c'est pas un commentaire des photos, c'est plutôt une explication de la démarche artistique. D'accord. Ah, je n'étais pas au courant de ça. En plus, ça date déjà depuis au moins ça, presque 10 ans. Oui, Mais oui, tout à fait. c'est vrai qu'il est un petit peu touche à tout, hein, parce il peut écrire des nouvelles, des romans. Il faisait des billets assez pertinents, je pense. Il Oui, a les arrêté chroniques ses radio, mais billets, ça, non? il Il continue, hein, continue? parce qu'il a toujours je pense que c'est toujours une fois par semaine, il me semble, le mercredi. Oui, tout à fait. Donc, c'est un artiste assez complet, finalement. Et alors, il est prof aussi. Il est prof de littérature à la Cambre, quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il l'est toujours, parce il a vraiment beaucoup d'activités, en fait. D'accord. Toi, tu as eu l'occasion de le rencontrer à une foire du livre, non? Si je me souviens bien. Oui, et alors aussi, je me rappelle de l'avoir rencontré dans un théâtre, mais parce qu'à mon avis, il avait fait le texte de la pièce. C'était au théâtre du Poche, dans le bois de la Cambre à Bruxelles. Je pense que c'était un de ses textes, en fait. Et puis, oui, à la foire du livre, oui, c'est quelqu'un de très accessible, très sympathique. Je dois reconnaître que j'étais un peu moins fan de ses derniers romans. Voilà, je trouve qu'il a pris un virage, en tout cas, qui me convient pas des masses. Mais c'est une personnalité, je trouve, très attachante, en fait. Oui. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer aussi lors de la sortie de La Vie sauvage qu'il a Ouais. signé. Bon, évidemment, il y a toujours une file, donc on a juste échangé quelques mots. Ça, c'est un auteur très particulier et plutôt unique dans son style. Tout à fait. Et j'ai quand même encore quelques livres à lire. Il y a toujours un mélange un petit peu, je ne dirais pas fantastique, mais il y a par exemple le livre Manuel de survie à l'usage des incapables. Ouais. C'est une famille de loups, enfin un mélange Mhm. entre loups et humains. Donc il y a toujours une partie un petit peu fantastique ou extrême. Et Mais ça, moins ça, moins dans ces non? derniers romans, justement.
D'accord. C'est vrai que c'est un passionné en fait de films de série B, Ah ouais. fois de films un peu violents comme ça. Et c'est comme ça qu'il a sorti aussi un livre qui s'appelle 10 000 litres d'horreur pure, qui est une Mhm. sorte d'hommage aux films d'horreur. Voilà, des genres comme ça, moins, c'est pas, entre guillemets, pas la belle littérature, avec des gros guillemets, hein, que je dis ça, reconnue, etc. Donc un peu s'intéresse à des choses parallèles comme ça, et qui l'influencent en fait dans sa production au sens large. Eh bien, vu que tu parlais de films de série B, là, je propose de faire une transition directement vers un film que j'ai vu qui est sorti un petit peu nulle part. Et alors, juste après, on peut passer au livre de Giuseppe Santoliquido que j'avais prévu. Et ça m'est tombé dessus par hasard. J'ai fait une recherche sur les différentes plateformes de streaming et je suis tombé sur le film Brussels by Night, qui est un film de Mark Didden. C'est sorti aux alentours des années 1980-1983. Et alors là, c'est un film assez spécial. C'est un film en fait qui commence sans fioriture. On découvre Max qui est assis dans son lit, un revolver dans la bouche. Il presse la détente et fait tourner le barillet quelquefois, une ou deux fois, et il ne se passe rien. Donc, on le voit donc jouer à la roulette russe. Il a le regard assez vide. Il se met ensuite un peu à pleurer. Il est peut-être un petit peu déçu. On le voit ensuite vider le barillet dans sa main, regarder les balles qui ont décidé de ne pas venir le chatouiller à ce moment-là. Il quitte son lit, il s'habille, il met son impair et il sort de chez lui. On voit qu'il a besoin de changer d'air. Il se rend à la gare. Il souhaite d'abord aller à Anvers, mais le train n'arrive que dans une heure. Donc, il change d'avis. On va aller à Bruxelles. Pourquoi pas Bruxelles? Donc, on va suivre Max dans ses errements nihilistes. Il va errer dans cette ville. Il passe d'un bar à l'autre. Il boit sans pour autant se saouler. Il va parfois faire une pause pour aller téléphoner, mais personne ne décroche. Et donc, ça, c'est une scène qu'on va observer plusieurs fois. Donc, il discute avec certaines personnes, ou il est dans un bar, ou avant d'aller se coucher, il prend le combiné, il téléphone, mais personne ne répond. Et il va rencontrer Alice, qui est une serveuse qui est même en train de servir dans le bar où il va s'attabler. Ils vont discuter, ils commencent à s'apprécier. Et c'est un tout petit bar, un petit réduit, qui il va se réduire encore un petit peu plus quand un autre prétendant de cette serveuse va apparaître, un certain Abdel. Et dès le départ, Max et Abdel vont s'ignorer, même s'ils se rendent compte qu'ils sont obligés de cohabiter pour essayer de pouvoir côtoyer cette serveuse. Ils ont tous les deux un petit peu un béguin pour elle. Et donc ce petit groupe de 3 personnes va un petit peu errer encore un petit peu plus dans Bruxelles. On a l'impression qu'ils se cherchent un petit peu. C'est une ambiance un petit peu glauque, assez sombre. C'est Brussels by Night, donc c'est vraiment Bruxelles la nuit. Je pense que c'est plutôt aux alentours de l'automne. Par hasard, il rencontre une vieille connaissance. Donc, on a ces 3 comparses plus cette vieille connaissance qui vont passer comme ça quelques soirées à Bruxelles. Et il y a une tension qui va commencer à se construire entre Max et Abdel, mais qui va fluctuer. Donc, on voit par exemple, Max va de temps à autre lui donner un conseil, lui dire de faire attention à certaines choses. C'est parfois un peu teinté de racisme. C'est aussi un des thèmes du film. Puis parfois, il va clairement haïr ce pauvre Abdel, lui manquer de respect, se tromper expressément dans son nom, l'appeler Mustapha au lieu d'Abdel. Et le point culminant de cette histoire, c'est quelques jours plus tard, quand ils vont décider de partir tous les 4 dans une petite virée vers le centre géographique de la Belgique, à Ytre. Ils vont faire un petit tour d'un village qui est vraiment encore endormi, un village presque fantôme. Et ils vont terminer cette histoire au plan incliné de Ronquière. Donc, belle surprise. Pourquoi pas, c'est le côté un peu surréaliste. Donc, ce plan incliné qui est donc en fait un ascenseur à bateau. Et là, la tension dans ce groupe, et surtout entre Max et Abdel, est vraiment à son apogée. Il va se passer quelque chose, pas en dire plus. On va en apprendre un petit peu plus encore. Ça, on est vraiment à la fin du film. La dernière scène va aussi nous en dire un peu plus sur Max, sur son état d'esprit, sur lui-même. Et c'est donc un film qui, pour ma part, sort un petit peu de nulle part. Parce que Mark Didden, film en fait sorti en 1983, c'est un ancien journaliste. Il était journaliste pour le magazine Humo, qui est assez connu en Flandre. C'est peut-être un diamant brut. Moi, je vois ce film comme un diamant brut. Donc, il a quelques défauts. Parfois, le jeu d'acteur est pas forcément juste, surtout les acteurs secondaires. Il y a des thèmes nihilistes assez intéressants. Il y a le thème du racisme, de l'errance, un début et une fin assez choc. Donc, il fallait oser.
Et quand même une très belle performance de l'acteur principal, donc Max, qui est joué par François Beukelars, et une belle réussite aussi du réalisateur Mark Guiden. Donc c'était son premier film. Il n'en a pas tourné tant que ça par après, 5 ou 6, et apparemment il s'est arrêté aux alentours de l'année 2000-2001. Mais c'est une belle surprise, je dirais. Assez surprenant comme film. Une belle ambiance assez sombre. Et c'est un film qui apparemment est disponible sur Netflix et qui est vraiment caché dans le catalogue au lieu de milliers d'autres films et de séries. Ok, ouais, mais je connaissais pas du tout. En fait, c'est un réalisateur flamand. Et je vois le film ici sorti en... Ah, mais intéressant, le film a été scénarisé par Dominique de Rudereux. Et je pense qu'on va reparler de ce Dominique de Rudereux un peu plus tard dans le podcast. Ah oui, ah oui. Peut-être tu veux faire une transition directement? Oui, oui, on peut parler de ça. En fait, Dominique de Rudereux, donc un réalisateur flamand désormais, donc à l'époque scénariste, eh bien, il a réalisé le film The Chapel, donc La Chapelle, qui est sorti début de cette année. Je veux dire en Belgique presque uniquement parce que moi, je ne sais pas s'il est sorti en France en fait. Alors The Chapel, c'est quoi? En fait, c'est La Chapelle Reine-Élisabeth. Bon, concours musical international Reine-Élisabeth, je pense qu'on ne le présente plus, internationalement reconnu. Et ici, en fait, les réalisateurs sont emparés de ce thème parce qu'en fait, on a un matériau de fiction assez intéressant, puisqu'on a un huis clos, et dans lequel vont cohabiter des jeunes, et ils ne peuvent pas sortir, ils n'ont aucun contact avec l'extérieur, ils ne peuvent pas avoir de téléphone ou des choses comme ça, donc ce qui est quand même assez inédit à notre époque, mais c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et ils sont là uniquement finalement à partir du moment où ils sont finalistes, pour travailler leur pièce imposée et le concerto qu'ils auront l'occasion de jouer. Puisque ici, on est dans une année piano, puisque oui, une précision est importante. On a une alternance entre violon, piano, violoncelle et chant au concours Reine-Élisabeth. Et donc ici, c'est une année piano. Et donc au centre du film, en fait, on suit une jeune fille qui est, voilà, on peut dire couvée, en tout cas très fort suivie par sa mère, qui l'incite vraiment à absolument donner son maximum pour être la meilleure là-dedans. Et on sent que cette jeune fille, en fait, est extrêmement douée. On se retrouve pas là, on se retrouve pas finaliste du Reine-Élisabeth par hasard. Mais en tout cas, elle va très vite, on va se rendre compte qu'elle vit très mal la compétition, en fait. Elle va notamment se retrouver confrontée à des personnalités, on va dire, pas vraiment sympathiques, notamment un jeune homme qui, lui, est là uniquement pour gagner, alors qu'elle, en fait, être sélectionnée finaliste, pour elle, elle a déjà gagné. Et on retrouve, en fait, c'est ça qui est amusant, dans ces finalistes, on trouve des gens qui sont là uniquement pour la victoire finale, et d'autres pour qui c'est une victoire d'être déjà là. Alors, elle a beaucoup travaillé, et le film vire peu à peu dans un côté thriller, parce que le passé va un peu remonter en elle, puisqu'elle a vécu des choses apparemment pas faciles, et elle va pas spécialement être aidée par les autres finalistes. Et à côté de ça, d'autres sont plus sympathiques aussi. Mais elle aura beaucoup de mal finalement à s'intégrer dans tout ça. Je trouve très intéressant, très amusant de retrouver. Allez, le Reine-Élisabeth, qui est une institution qui est, bon, pour nous Belges, en fait, quelque chose de très connu, de le retrouver comme ça dans ce film. Et oui, oui, donc cette chapelle est effectivement un très bon matériau de fiction. Alors moi, je connaissais pas les comédiens. La seule qu'on reconnaît, c'est Anne Cousins, qui joue le rôle en fait de l'intendante, on va dire, de cette chapelle. Donc elle accueille à chaque fois les candidats, puisqu'en fait, ils ne sont pas 12 pendant toute la durée du concours, puisque chacun en fait je pense que c'est 7 jours pour apprendre l'œuvre imposée, et reçoit son enveloppe scellée avec l'œuvre. Et donc forcément, ils arrivent au compte-gouttes et ils repartent aussi au compte-gouttes. Donc elle est dans les derniers à être arrivée, et donc forcément dans les derniers à repartir aussi. Cette solitude en fait va être aussi, la quasi-solitude va être assez difficile à vivre pour elle. D'accord. C'est assez surprenant de voir que, en fait, sur la même année, on a deux thrillers qui tournent autour du monde de la musique. Donc, on avait Tar et puis maintenant The Chapel. Ah Et oui, on arrive à apporter pas mal vraiment, de drama là-dessus, en fait. ouais, mais vraiment aucun lien entre les deux, hein, parce que c'est un film finalement assez. Je vais pas dire que dire que c'est un film assez belge, c'est faux, parce qu'on peut pas dire que le ton utilisé soit belge. Et finalement, ça accueille des candidats de tous les pays. Elle, je ne sais plus si elle est vraiment belge, mais en tout cas, il me semble que sa mère vit aux États-Unis. Et d'ailleurs, la fille ne veut pas être accompagnée par sa mère. Le candidat avec qui ça se passe mal est tout d'un
pays plutôt d'Europe de l'Est. Donc voilà, on a le côté international qu'on retrouve comme ça. Donc oui, pour le coup, je pense que c'est pur hasard. Ouais, c'est assez surprenant de pouvoir dramatiser des environnements qui semblent, du moins d'un point de vue extérieur, plutôt pacifiques et oui, pouvoir Oui, avoir cette dramatisation est assez surprenante. mais d'un autre côté, en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans cette chapelle, hein, finalement, puisque forcément, il n'y a pas de caméra qui rentre. À un moment, il y a des journalistes qui sont invités pour une interview avec les candidats, je pense, mais c'est tout. Et eux n'ont pas de contact avec le monde extérieur. Donc, en fait, on a vraiment un bon matériau, je pense. Ouais. Et puis c'est vrai que comme dans toutes les compétitions, tu racontais, il doit y avoir des candidats qui seraient prêts à vendre père et mère pour Oui. gagner, et d'autres qui sont simplement contents de participer et qui donneront de leur meilleur, mais qui sont plus pacifistes. Ici, il s'agit d'un roman de Giuseppe Santoliquido. Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, hein. J'avais parlé il y a quelques mois maintenant de L'été sans retour. En fait, c'était un de mes meilleurs livres de 2022. Et donc ici, Giuseppe Santoliquido, je rappelle, c'est un écrivain belge maintenant, mais au départ, c'est plutôt un spécialiste en politique, surtout italienne, puisque donc il est belge, mais il a des origines italiennes. Et on a l'occasion parfois de l'entendre d'ailleurs comme spécialiste pour interroger quand il y a des élections en Italie ou des choses comme ça. Donc c'est son premier roman qui avait été sélectionné dans le cadre du prix Première, qu'il n'a pas obtenu. Donc, il est sorti en 2011, mais roman déjà assez bien remarqué parce que il a obtenu quelques autres petits prix. Donc moi je ne connaissais pas. Il était finaliste aussi au prix Rossel, donc qui est la principale récompense belge francophone. Et donc voilà. Donc déjà assez bien remarqué. Alors ici on est vraiment à Bruxelles parce que pour le coup là on a un roman ancré dans la ville en 1932. Période un peu particulière puisque on est presque à un climat pré-insurrectionnel parce qu'on a des grèves en fait, on a l'économie se porte mal, les entreprises licencient beaucoup, donc les ouvriers se retrouvent à la rue, font grève, ne sont pas protégés comme aujourd'hui. Et en même temps, on a cette montée des extrêmes, donc à la fois de gauche et de droite, alors qu'en Italie, justement, Mussolini est arrivé au pouvoir. On ne parle pas encore de Hitler, mais bon, nous, on sait que ça va bientôt arriver. Voilà, donc le pays se porte pas très très bien. Donc le bouquin s'appelle L'audition du docteur Fernando Gaspari et se présente en fait en 5 parties qui sont les 5 journées d'audition. Alors pourquoi ce docteur est-il auditionné? Un peu difficile à savoir. En tout cas au début on n'a vraiment aucune idée. En fait simplement il raconte ce qu'il s'est passé pendant ce qu'on imagine être les derniers jours. Alors c'est rédigé à la 3e personne, hein, donc le docteur n'est pas narrateur et on a ce côté oui donc déclaration. Donc par exemple souvent il est dit le docteur déclare que, etc., etc. Je disais que c'était ancré à Bruxelles parce que ça se situe dans le quartier de ce qu'on appelait alors la place Sainte-Croix. Est-ce que tu sais ce que tu sais où c'est? Eh bien, j'ai vu une référence à cette place-là dans une des autres œuvres que j'ai préparées, mais non, je ne serais pas capable de la placer sur la En carte. fait, c'est l'ancien nom de la place Flagey. Et alors pourquoi Ah, ça s'appelle d'accord. pas encore Flagey? Parce que en fait, Eugène Flagey n'a pas encore été bourgmestre d'Ixelles, puisqu'il le sera de 1936 à 1956. Et donc en fait, maintenant, on a une toute petite partie de la place qui est juste devant l'église, à laquelle on a gardé ce côté place Sainte-Croix, donc vraiment sur le côté. Mais donc en fait, c'est vraiment tout ce quartier, tout se passe dans ce quartier-là, l'avenue Balibrand, etc. Voilà, donc là, on est vraiment à Bruxelles. Alors ce docteur, en fait, il s'intéresse pas à la politique. J'expliquais ici que on a ces montées des extrêmes, mais lui, il lit pas les journaux, ça l'intéresse pas. J'ai envie de dire, la seule chose qui l'intéresse, il a perdu en fait sa femme, il n'a pas d'enfant, donc pas dire qu'il souffre de la solitude, mais il doit s'occuper de sa sœur qui est impotente. Il est un peu aidé pour ça par une infirmière ou aide-soignante. Et voilà, donc c'est plutôt quelqu'un de solitaire et qui en souffre un peu quand même parce que, par exemple, tous les dimanches, il va au cimetière sur la tombe de sa femme, à qui il parle, qui lui raconte sa semaine. Et en fait, dans le cadre de son métier, donc comme il est médecin, comme je disais, donc généraliste, et il reçoit un jour un homme qui s'appelle Gareshi et qui demande en fait qu'on s'occupe de sa femme parce qu'elle est très malade. Et en fait, sa femme travaille dans une fabrique de ballon, je pense, et est intoxiqué, je ne sais plus quelle substance, je dois reconnaître. Mais en fait, donc on a une époque où les ouvriers, quelle que soit finalement l'industrie dans laquelle ils travaillent, ne sont pas protégés spécialement. On ne connaît pas tous les effets néfastes de certaines substances. Et donc cette femme-là, en fait, est intoxiquée. Et parallèlement à ça, lui, le docteur, va aussi mener une étude en fait autour de cette fameuse substance nocive pour la santé. Parce que lui, en fait, ce qu'il voit là-dedans, c'est la possibilité d'aider vraiment ses ouvriers, finalement. Alors pourquoi est-ce qu'il se retrouve comme ça à une audition?
Ben ça, on va l'apprendre que vraiment à la toute fin, malgré en fait son désintérêt pour la politique, il va un peu se retrouver mêlé à tout ça sans le vouloir, et notamment à cause de ce couple, les Gareschi, qui veut aider aussi parce qu'ils sont originaires de la même région que lui en Italie. Alors tout ça aussi, donc je disais que c'était un climat très difficile à ce moment-là en Belgique. On a la montée du racisme aussi en même temps. Et donc lui, il a une bonne place puisqu'il est médecin, il est reconnu, mais eux ne bénéficient sans doute pas des mêmes, ne sont pas aussi, sans doute aussi bien vus que lui. Voilà, et donc toute l'histoire en fait tourne autour, donc c'est assez relativement sain, on va dire, assez linéaire. Ce n'est pas négatif, hein. Ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve en fait, donc on suit ce docteur et on le suit dans tous ses questionnements et ses dilemmes moraux. Donc tout en fait le roman est basé là-dessus, c'est doit-il aider, jusqu'où peut-il aller, sans entrer en contradiction avec ses propres principes, parce que c'est aussi quelqu'un de croyant. Ben, à l'époque, on l'était plus qu'aujourd'hui, donc il va à l'église. Et alors, comment est-ce que lui va faire face à ces dilemmes? Voilà, ça s'appelle donc l'audition du docteur Fernando Gaspari, mais on retrouve beaucoup de ces dilemmes. Donc le côté audition, finalement, est un prétexte pour l'auteur de faire transparaître tous ces questionnements moraux, et ça dépasse le cadre de l'audition même, qui n'est finalement qu'un prétexte. Donc c'est un faux roman, on parlait tout à l'heure d'espionnage, ça n'a rien de policier finalement. On est vraiment dans que faire en fait dans ce genre de situation. D'accord. Et tu dirais que tu l'as préféré à l'été Non, sans retour? non, je trouve que l'été sans retour est plus abouti, plus intéressant. Et je trouve que pour un premier roman, mon Dieu, il y a déjà du niveau, quoi. Je trouve qu'on n'a pas le côté, parfois, le problème du premier roman, parfois, c'est que on trouve des auteurs qui ont envie de tout mettre dedans directement. Ouais. Et ici, non, c'est bien cadré, donc ça ne dépasse pas ce que j'ai dit, ces journées d'audition, les questionnements du docteur, etc., dans le climat politique, économique, social difficile du début des années 30. Donc il reste assez bien là-dedans. Je trouve que L'été sans retour est plus abouti. Ça reste quand même ici très... Moi, honnêtement, en plus aussi, j'ai même appris des choses finalement. La Belgique des années 30, je pense que Rex n'est pas le parti politique n'est pas encore tout à fait apparu. En tout cas, il n'en parle pas. Mais moi, ce côté grève, voilà, moi, je connaissais pas du tout, en fait. C'est aussi intéressant d'un point de vue historique. Oui. Est-ce il y a des références peut-être je me souviens du film là, sur le pasteur Dance. Est-ce que c'était pas un peu la même époque? Est-ce que ça te parle? Non, ça, je ne connais pas. Parce que je me souviens avoir vu ce film. Il y avait aussi une grosse tendance sur les grèves du début du siècle dernier, peut-être les premières 30 années, peut-être même après la Première Guerre, donc oui, aux alentours entre 1920 et 1940. Oui, la pénibilité du travail dans les manufactures, dans l'industrie. C'est un des thèmes récurrents aussi. Et la montée un peu du socialisme, différentes luttes. Oui, ici, on est plutôt dans du communisme de combat, hein. C'est pas D'accord. vraiment la montée du socialisme, hein. On retrouve plutôt, justement, on est confronté à des communistes qui sont prêts pour la bagarre. Pour continuer sur le thème de l'industrie, mais faire un retour en arrière, on retourne peut-être au niveau un peu plus culturel et artistique. J'ai eu l'occasion de lire La Dame à la licorne, qui est une fiction historique, si on peut dire, construite autour de La Dame à la licorne, qui est cet ensemble de 6 tapisseries. Donc pour un petit peu le contexte, c'est un ouvrage qui a été commandité par une famille de nobles parisiens, les Levistes. Il n'est pas certain quel est l'atelier qui a vraiment réalisé ces tapisseries. On parle probablement d'un atelier parisien qui reste anonyme. Mais pour le bien de l'histoire, Tracy Chevalier va nous envoyer à Bruxelles, parce qu'à l'époque, on est au XVe siècle. C'est vraiment le centre mondial, enfin, du monde comme on connaît, connu pour sa production et la qualité de ses produits finis quand on parle de tapisserie. Et donc, on va suivre, donc c'est une histoire qui est romancée, elle a pris ses prémices pour construire son histoire. On va suivre un artiste, Nicolas des Innocents, qui est en fait l'artiste qui va dessiner les croquis pour ces 6 tapisseries. Donc chaque tapisserie va en fait se concentrer sur un des différents sens. Donc on a le goût, la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Et puis il y a l'amour aussi, comme dernier, ou le désir, le cœur. Ça dépend un petit peu des approches et les interprétations. Et cet artiste va se retrouver au milieu de plusieurs passions qui parfois tendent un petit peu vers l'érotique, le romantique. Donc je pense que l'auteur ici a essayé d'un peu épicer l'œuvre, même si ça n'apporte pas grand-chose. On se demande un petit peu parfois si c'est vraiment approprié. Ça donne un peu peut-être un style de 50 nuances degrés. Je ne l'ai pas lu, mais je l'imaginerai comme ça. Pour le reste de l'histoire, ça reste intéressant parce qu'on comprend comment se passe le processus
de création. Donc, on commence avec une discussion. On a le mécène qui a un marchand d'art qui s'y connaît vraiment dans le domaine et qui va être l'intermédiaire entre le mécène et l'artiste, qui va poser les conditions. Donc ce marchand d'art va vraiment marchander, donner les conditions. C'est vraiment l'expert. L'artiste en lui-même va dessiner et proposer plusieurs croquis et qui vont ensuite être retransmis sur une sorte de carton. Et ce carton est ensuite utilisé pour commencer le travail de tisser, en préparer la tapisserie. Donc on va avoir plusieurs voyages entre Paris et Bruxelles. À chaque passage à Bruxelles, l'artiste parisien en profite pour cracher sur la ville, disant que c'est une ville très morne, il ne se passe rien, la bière n'est pas très bonne à Bruxelles. Ah bon? Du moins à l'époque. Donc ça a éveillé un peu ma curiosité. Je me demande au niveau historique, à partir de quel moment est-ce qu'on commence vraiment à parler d'un avantage compétitif belge au niveau de la bière. Eh oui, Ça... c'est intéressant comme question parce que je t'interromps, mais justement, moi je suis des cours d'énologie et c'est vrai que le vin, moi ce qu'on dit, c'est le vin d'aujourd'hui ou d'il y a, je veux dire d'aujourd'hui, donc depuis 80 ou 100 ans, quelque chose comme ça, n'a rien à voir avec le vin du 14 ou du 15e siècle ou encore du vin des Romains. Donc on parle de produits complètement différents. Donc c'est vrai que est-ce que la bière est la même que ce qu'on faisait à l'époque? Ben, peut-être pas justement. Oui, et là, on ne s'en cache pas. Cet artiste déteste vraiment tous les voyages à Bruxelles. Il va fréquenter les prostituées, il s'en plaint aussi. Il se plaint des bars, il se plaint aussi de l'atmosphère dans la ville, de la qualité des tapisseries. Et il va donc avoir quelques passions dont l'auteur en parle. Alors pour revenir sur ces tapisseries, c'est assez curieux parce que les tapisseries, suite à la mort, je pense, des derniers levistes, les tapisseries ont été un petit peu éparpillées, ont disparu un petit peu de la circulation. Elles ont été redécouvertes au 19e siècle. Et là-bas, je pense qu'elles avaient été en partie soit découpées ou elles servaient à couvrir certains meubles. Donc on avait vraiment changé l'usage premier de ces tapisseries et on les a donc en fait redécouvertes et elles ont été rachetées par un musée, donc maintenant elles sont à nouveau à disposition. Le livre en soi, c'est le deuxième livre que j'ai l'occasion de lire de cet artiste-là. Donc j'ai eu l'occasion de lire La jeune fille à la perle, qui était un petit peu dans le même style. Donc c'est une lecture un petit peu de plage, ça se lit très facilement. Il y a une partie fiction historique, on apprend quelques techniques artistiques, mais c'est peut-être sans grande qualité littéraire au-delà de ça. Une histoire assez facile, un peu pour tous les publics. C'est La Dame à la licorne de Tracy Chevalier. Si je vais lui donner un score peut-être de 2 étoiles sur 5, peut-être presque 3 pour la création artistique de la tapisserie, qui pourrait être assez intéressant. Alors peut-être très rapidement, Les deux messieurs de Bruxelles de Eric Emmanuel Schmitt. Et ça, en fait, ça va être assez court parce que c'est un recueil de 5 nouvelles. Et une de ces nouvelles, c'est donc le fameux Les deux messieurs de Bruxelles. On retrouve Schmitt avec une écriture qui est plutôt douce, c'est vraiment habituel pour lui. Il y a parfois une tendance à être un petit peu trop naïve, saupoudrée, je sais pas, sugar-coated, comme je dirais en anglais. Et on va suivre en fait deux hommes, ce sont dans les années 50, si je ne me trompe pas, qui sont en couple. Et à l'époque, les mariages homosexuels en Belgique ne sont pas légaux. Donc, ils vont décider de s'unir en secret. Et ils vont profiter d'un autre mariage. Ils vont en fait squatter un mariage, la cérémonie. Ils sont assis au dernier rang et ils vont se dire oui en même temps que cet autre couple. Et alors, par la suite, au fil de plus ou moins une cinquantaine d'années, on va avoir ces deux couples qui vont vivre en parallèle. Ces deux hommes qui vont toujours garder un œil bienveillant, qui vont essayer de protéger à distance cet autre couple, leur envoyer des cadeaux. Ils sont assez bien nantis, ils ont une boutique qui fonctionne assez bien, une boutique d'antiquaire qui fonctionne assez bien. Ils vont suivre avec curiosité l'évolution et la vie de la femme dans ce deuxième couple, discuter entre eux et comparer vraiment leur expérience de couple homosexuel avec cette expérience de couple hétéro, les différences, les possibilités, les blocages entre ces deux couples. On va mentionner un tout petit peu Bruxelles. On parle de quelques églises, de quelques places. Le premier mariage, c'est dans la cathédrale de Michel et Gudule. On détaille un tout petit peu l'église sans trop en faire. Je dirais que ça faisait un bail que je n'avais pas lu Eric Emmanuel Schmitt. J'ai peut-être été un petit peu déçu. J'avais de bons souvenirs d'autres livres. Vers la fin, il essaie de nous convaincre, donc il laisse quelques notes. Il y a les notes de l'auteur ajoutées vers la fin. Il va nous expliquer son processus de réflexion
ce qui l'a inspiré, ce qu'il aime vraiment dans les textes qu'il vient d'écrire. Il essaie de nous convaincre, en fait, et de nous vendre en fait, les histoires. On va retrouver aussi dans ce recueil de nouvelles, les nouvelles qui ne portent pas sur Bruxelles. Par exemple, on nous explique comment un chien peut sauver un homme d'un manque de dignité et le chien peut sauver l'homme du pire. On a une histoire sur le mariage de la veuve de Mozart, assez curieux, et une autre histoire sur un couple qui décide d'avorter, car le fœtus apparemment est atteint de la mucoviscidose. Et ce couple, 20 ans plus tard, est en fait sauvé par une jeune fille qui est atteinte de cette maladie-là. Alors il y a une certaine réflexion sur était-ce le bon choix ou pas. Il fait référence à Chopin qui avait aussi été diagnostiqué d'une maladie similaire. Que se serait-il passé si on avait pu le détecter ça à l'époque? Est-ce qu'il aurait vécu? Est-ce qu'il aurait pu nous offrir toutes ses œuvres? Peut-être une discussion là-dessus qui est peut-être un petit peu dictée par ses croyances. Ça reste à voir. C'est un recueil de nouvelles alors en fait. Oui, Ah, il y a d'accord. 5 nouvelles, donc ça reste assez court en soi, c'est plus ou moins 120 pages. Là, j'ai parlé au total de 4 nouvelles, j'ai oublié la dernière. Ça se lit, je pense que c'est peut-être un niveau en dessous d'Ibrahim et les fleurs du Coran et Oscar et la Dame Rose. Oscar et la Dame Rose, ouais. Ouais. Moi, c'est la grande époque d'Eric Emmanuel Schmitt. J'ai été assez déçu en fait par plusieurs après, donc moi j'ai un peu cessé de le lire en fait, je reconnais. Et pourtant, je pense qu'il y a voilà, c'est un peu dur, hein, donc il y a sans doute d'autres choses qui étaient bien, mais moi j'avais été, franchement, Monsieur Ibrahim, Oscar et la Dame Rose, et puis l'Enfant de Noé, donc ce fameux cycle de l'invisible où l'occasion pour lui de reparcourir en fait les grandes religions, on va dire, du monde. Mais après, il s'est un peu perdu, quoi. Moi, j'avais juste notamment lu les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eu ou quelque chose comme ça. C'est sur le confucianisme, si je me souviens bien. Oh, ça n'allait pas du tout. Donc c'est vrai que moi, j'ai depuis un peu arrêté. Je me rappelle avoir lu un commentaire, quelqu'un qui disait sur cette œuvre ici que je viens de lire. C'est le malheur d'un écrivain qui écrit trop. On aurait dit c'était un peu forcé. Il manque peut-être une étincelle ou ce qui faisait la magie des œuvres dont tu as cité. Il y en a juste un en fait parce que le titre en fait me plaisait beaucoup, qui est assez gros je pense. Il s'appelait Les perroquets de la place d'Arezzo. J'adorais le titre en fait. Moi ça c'est là pour le coup je lirais quand même assez bien. Oui, je vois plus de 700 pages. En fait, ça ressemblait à un roman choral autour d'une place, et donc ça, c'est plutôt le genre de livre qui, a priori, me plairait bien. Donc le fait que tu en parles, que tu parles d'Eric Emmanuel Schmitt, me dit, bon, je vais peut-être reprendre par celui-là, alors. Oui, on avait parlé de la Flandre lors d'un des premiers épisodes. Il y avait aussi La Dame d'Ostende, que tu as eu l'occasion de lire celui-là. La Rive d'Ostende, oui, j'avais lu ça. Oui, il y a déjà pas mal de temps, non, je pense que j'avais lu ça à sa sortie. C'était pas des nouvelles aussi, justement? Là, je pense que c'était La Rêveuse d'Ostende, quelque chose comme ça. Ah, ça allait, tu vois, mais c'était pas... il m'en est rien resté, malheureusement. Tu vois, Non. je sais même plus exactement, je saurais même pas t'en parler. Déjà, c'était 5 nouvelles aussi, c'est sorti en 2007. D'accord. Parce que je me rappelle assez bien de la couverture principale pour Folio, Lempicka, qui est une artiste polonaise qui s'est expatriée en France par la suite. J'ai eu l'occasion d'aller voir une exposition récemment. Pas vraiment mon style d'œuvre, mais un style particulier. Un petit peu borderline cubisme. Je lirai sûrement encore un ou deux livres, mais c'est vrai que j'ai peut-être été je suis resté un petit peu sur ma faim. Eh bien, je pense qu'alors on peut terminer sur Bruxelles, une ville qui reste assez mystérieuse, pourrait nous donner un peu plus. Donc, ça reste à voir. On gardera un œil sur les sorties au ciné ou les sorties littéraires en espérant pouvoir en apprendre un peu plus sur la capitale de l'Europe. Merci Thib. Merci Max, à bientôt. À la prochaine. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.